dans l'enquête? Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas forcément plus de conflits que dans la précédente enquête. Également, de manière contre-intuitive, ce qu'on observe, c'est que les conflits sont principalement dans les quartiers bourgeois et dans le quartier de résidence et le moins important dans les quartiers populaires. Toutefois, lorsqu'on fait des entretiens et qu'on regarde dans le détail les conséquences de ces conflits ont des conséquences beaucoup plus lourdes pour le ménage interpopulaire, à la fois parce qu'elles sont beaucoup à passer l'hospitalité en extrême, parce que parfois elles tirent quand même des ressources de leur voisinage, ou elles ont tiré des ressources à un moment donné de leur voisinage, donc rentrer en conflit avec la voisine, avec qui par ailleurs on a donné l'arrangement pour aller chercher ses enfants à l'école, c'est quand même beaucoup plus coûteux que la voisine qui garde une clé au besoin et entend filer une autre, etc. Et puis, ces conflits sont moins régulés dans ces quartiers, et là c'est toute la question de la régulation des conflits qui ici explique cette difficulté des classes populaires à rentrer en relation. J'adore mes voisins, mais j'aimerais qu'on creuse là-dessus, sur les conflits. C'est quoi les raisons, c'est quoi les causes des conflits avec les voisins? Alors, la première chose, c'est certaines villes qui vont déraper en conflit. Donc, ce qu'il faut quand même dire, c'est que nous, on a interrogé à la fois sur ce qui nous gêne chez les voisins et sur les objets des voisins. Et un élément qui est fondamental, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont gênés par beaucoup de choses de leurs voisins et qui ne rentrent pas forcément en conflit par rapport à ça. Il faut dans les deux cas, le bruit est la principale gêne et le principal objet de conflit. Mais dans un cas sur deux, on peut être gêné par le bruit, mais ça ne va pas forcément dériver dans une question de conflit. Donc, le principal objet de conflit, donc ça va être ces gènes qui vont déraper, mais principalement le bruit. Ensuite, on a deux objets de conflit, la gestion de la copropriété, un conflit sur 10 qui est lié à une gestion de copropriété. Quand on sait que tout le monde n'est pas propriétaire, ça fait quand même une part importante de conflit. Et puis, on a tout un ensemble de conflits qui sont liés aussi à l'usage des parties communes ou des espaces publics, comment est-ce qu'on se comporte dans les parties communes, ou des styles de vie, des remarques qui peuvent être blessantes ou qui peuvent contribuer à mener également à des conflits. Oui, la question du bruit, moi, ça a fait écho en moi sur le rapport que nous avions analysé ici de la Fondation Jean Jaurès sur la société idéale, où 56% des Français choisissent leur habitat pour le calme et la tranquillité. 37%, ce qu'ils veulent, c'est la possibilité d'avoir un espace privé important. Et 32% les relations apaisées avec les habitants. Et on voyait à quel point cette question que vous traitez est spéciale. Je voudrais revenir juste sur un des points que vous avez évoqué, peut-être pour aller un petit peu plus loin. Dans la conclusion, vous insistez sur cette idée que ce n'est pas parce que les gens sont centrés sur le local, on parle là de la partie individuelle de la population, ce n'est pas parce qu'ils sont centrés sur le local qu'ils ne s'intègrent pas. C'est sans doute un peu l'inverse. Et ça va à l'encontre de cette vision qu'on aurait de quartiers qui vivraient de façon communautarisée et qui ne voudraient pas sortir. Je voudrais que vous développiez cette idée en lien avec ce que vous montrez aussi, qui est le fait que en fait, les gens de quartiers populaires et qui sont d'origine immigrée vont avoir plus de tendance à fréquenter une plus large palette de communautés, d'individus venant de partout. Enfin, voilà, je vous laisse commencer. Il y a deux points dans ce que vous dites. Le premier, c'est celui de l'investissement dans les relations locales et puis l'investissement dans des relations à l'extérieur du quartier. On a traité cette question avec tout un ensemble de variables et comme on disait très justement tout à l'heure, le principal déterminant de cet investissement, c'est la classe sociale et c'est pas le rapport à l'immigration. Quand on regarde ce qui se passe pour les immigrés et pour les descendants d'immigrés, ce qui apparaît l'élément le plus déterminant, c'est la difficulté à mener des liens à l'extérieur de son quartier pour les descendants d'immigrés. Ils n'ont pas plus de liens que les autres à l'intérieur, mais ils en ont moins à l'extérieur. Donc, c'est pas parce qu'ils ont trop de liens à l'intérieur, c'est pas parce qu'ils seront permis qu'ils n'arrivent pas à nouer des liens à l'extérieur, c'est qu'ils n'en ont pas plus que les autres à l'intérieur. Mais, et là, ça nécessite quand même d'enquête, puisque nous, on a interrogé de manière quantitative l'importance de ces liens à l'extérieur, mais on n'est pas allé les étudier de manière objective, c'est ce qu'on a fait sur ce qui se passe à l'intérieur du quartier. Mais ce qui apparaît, c'est vraiment cette difficulté à nouer des liens dans un espace où on n'a peut-être pas cette source de confiance, cette reconnaissance, le fait d'être connus les uns des autres, ou alors il y a plus de racisme aussi à l'extérieur des quartiers dans lesquels vivent les descendants immigrés. Question très courte, il y a des politiques volontaristes aidées à la fois par le numérique
intensifier les relations de voisinage, les jardins partagés, les réseaux sociaux de quartier, la fête des voisins, vous entendez tout à l'heure. Quel bilan on peut en faire? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut forcer la relation entre les voisins? Alors, on ne va pas dire que le bilan est complètement négatif ou inexistant, mais en tout cas, on n'a pas l'effet qu'on pourrait leur traiter. Si on s'intéresse par exemple à la fête des voisins, on va voir qu'on participe à la fête des voisins, qui ont par ailleurs déjà des relations de voisinage. Ils vont y aller avec des voisins qu'ils connaissent déjà, donc ça va contribuer à renforcer ces relations préexistantes, mais contrairement à ce qui était quand même une idée et un idéal qu'on pourrait tous avoir, de rencontrer des voisins, ou qu'il y ait des personnes qui sont complètement isolées pour y rencontrer de nouvelles personnes, dans l'enquête, on observe que c'est très très rare que ça va être un lieu de rencontre de nouveaux voisins. On pourra aussi évoquer dans la prochaine enquête peut-être le télétravail, qui aurait mangé, qui transforme pour le coup les voisins en collègues parfois de bureau, et là le bruit peut être insupportable. On a commencé l'émission en rendant hommage à Pierre Nora, j'aimerais la finir en rendant encore hommage à Pierre Nora, qui est l'inventeur de l'égo-histoire. Faisons un peu d'égo sociaux, vous êtes quel voisine, vous? J'ai une voisine qui a la chance d'avoir des amis dans son voisinage, donc c'est quand même le cas d'un tiers des gens qu'on a pu enquêter. Et puis j'ai tout un ensemble de caractéristiques, que ce soit l'âge, le sexe, la situation familiale, qui va avec le fait d'entretenir pas mal de relations avec les voisins. C'est pas un grand voisin qui vous écoute peut-être, s'ils sont vos amis. Merci beaucoup, Véronique Caillouette, Ranglière, d'avoir été avec nous pour cette émission. Le titre de votre livre, Ce que voisiner veut dire aux presses universitaires de France. Merci beaucoup, merci à Gilles et merci à Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clapt à la préparation de l'émission, Maria Pesquet et Marie Merrier à la réalisation. Aujourd'hui, Émile Christophe est à la technique des émissions à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur